Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On se fait une toile. Vous avez aimé le décorum gothique stylisé qui évoque le cinéma classique d'Universal au début des années 30? Eh bien, vous aimerez le climat oppressant, baigné de fantastique du film que nous allons évoquer aujourd'hui. Ambiance surnaturelle et jeu d'ombre, où les pleurs des spectres se perdent dans les ténèbres indistinctes de la demeure majestueuse et envoûtante. On se plonge sans plus tarder dans l'univers de la falaise mystérieuse. Alors, comment je fais pour choisir des films proposés sur cette chaîne? Eh bien, ça dépend. Il n'y a pas de règle précise. Bon, bien sûr, il faut que ce soit un film hollywoodien de la grande époque. Soit je choisis un film assez connu comme Robin des Bois, Les Chevaliers de la Table Ronde ou certains westerns iconiques. Et parfois, c'est la découverte de certains films. Ou la curiosité, tout simplement. Le regard s'arrête sur une jaquette de DVD et hop, ça y est, je suis embarqué dans le film et c'est le cas de celui-ci. Il y a tout un tas d'endroits où on peut trouver des DVD pas trop chers. Celui-ci, regardez, je vous montre, tac, regardez comme c'est magnifique cette couverture. Eh bien, je ne pouvais pas résister. Comment j'aurais pu résister à choisir ce film? Je l'avais déjà vu il y a quelques années, mais alors complètement oublié. C'est un film réalisé en 1944 de Lewis Allen avec Remy Land, que vous devez connaître, Ruth Hussey et Donald Cripps pour les interprètes principaux. Ensuite, j'ai vu dans ce film, ou en tout cas dans sa jaquette, quelque chose qui m'a fait penser à Antise, ou même à La Maison du Diable, ou même encore aux Innocents, qui viendront d'ailleurs un peu plus tard. L'histoire elle-même raconte une histoire fantastique, puisque c'est lors d'un voyage sur les côtes que Rodrigue, un jeune compositeur londonien, et sa sœur Pamela jettent leur dévolu sur un superbe manoir surplombant une falaise et contre toute attente, le propriétaire accepte de leur vendre son bien et bien sûr bien en dessous du prix que la maison pourrait réellement valoir. Mais à peine sont-ils rentrés ou installés dans cette maison que le calme apparent est troublé par des inquiétants sanglots de femmes. Et après quelques investigations, il ne tarde pas à comprendre que derrière le prix bradé donc de cette vieille demeure se cache un lourd secret de famille. This is the voice of the uninvited. It's coming from downstairs. Comes from everywhere and nowhere. A house of terror on the haunted cliffs of Cornwall. Yet a cat arches its back in fright. Starring Ray Milland, Ruth Hussey, Donald Crisp, with Cornelia Otis Skinner, and introducing the exciting beauty of Gail Russell, whose first love is shadowed by the specters of the past. C'est la Paramount qui va produire ce film, plus spécialisé d'habitude dans les comédies musicales à la réputation légère, mais quand même de qualité. Avec un budget d'1,5 million de dollars et entre 40 et 48 jours, on va dire, de tournage, c'est assez confortable d'ailleurs. Ici, l'objectif recherché est de contrecarrer la vague des films d'horreur féeriques de la RKO, sous l'impulsion, bien sûr, de Jack Turner. Nous avons déjà mentionné La Féline sur On se fait une toile, mais on peut aussi parler de Vaudou, de L'Homme Léopard. Tout ça, ce sont des films fantastiques assez délicats, assez poétiques, et qui remportent un succès franc et flagrant auprès du public. Le film va jouer sur l'évocation de choses que l'on peut ressentir mais sans les voir. Et la représentation des fantômes a été imposée par la Paramount à son réalisateur, qui n'en voulait pas, lui. D'ailleurs, la censure anglaise a coupé l'apparition des fantômes lors de sa sortie en Angleterre. En effet, Lewis Allen jouait plutôt sur le côté invisible, les parfums, l'odeur du mimosa, la perception que pouvait avoir le chien, par exemple, ou le chat, sur une entité négative, la température de certaines pièces qui descendent drastiquement. Le cœur de la maison est froid et il veut
nous le faire ressentir. Bien naturellement, tous ces stratagèmes ont déjà été repris bien maintes fois au niveau du cinéma d'horreur, le froid, etc., les bruits, les odeurs, tout ça. Mais là, c'est quand même assez innovant, on est en 1944, je vous le rappelle. Le film est tiré du roman irlandais de Dorothy McCardle, tradition littéraire usant des vestiges du passé qui traverserait le temps à travers divers lieux, les maisons hantées. Ici, le ton du film est léger, il accentue d'ailleurs le côté angoissant, comme le cri de la gouvernante. C'en est un parfait exemple. Un cri, la musique, la porte qui s'ouvre à la volée et la pénombre qui s'éclaire sous les traits d'une lampe électrique. Charles Lang, qui va mettre cette très belle photographie au service du film. Malheureusement, il n'obtiendra pas l'Oscar pour ce film-là, cette année-là, mais il l'obtiendra pour son travail sur Laura, film d'Otto Preminger que nous avons déjà mentionné sur On se fait une toile. Certains diront que c'est un film mineur dans son genre parce qu'il joue sur la comédie à un certain moment, sur la détente, et il va aussi jouer sur le côté fantastique, horrifique. Ce mélange des genres ne peut pas plaire à tout le monde, mais il faut savoir que lorsque Stewart rattrape Novak tout au bord de la falaise, eh bien, c'est du plagiat, on va dire, puisque plan pour plan, geste par geste, exactement la même scène, identique à celle qu'on va découvrir dans ce film. Il y a une réplique vers la fin du film dans laquelle Rick assure à Lizzie « Nous ne ferons rien ce soir que le prêtre n'approuverait pas ». Il fait ici référence au père Hanson, qui avait une intrigue secondaire mais importante dans le roman. Il voulait d'ailleurs pratiquer un exorcisme sur la maison, mais dont le personnage et l'intrigue secondaire ont été entièrement supprimés dans la version filmée. Cette réplique étrange, reprise presque mot pour mot du roman, a réussi à se retrouver dans cette version filmée. La musique principale du film est très importante. Jouée au piano par Remy Land, la chanson Stella by Starlight, parole romantique, devint un tube majeur 3 ans après la sortie du film. De grands noms de la chanson ont repris ce standard. Tony Bennett par exemple, mais surtout Frank Sinatra. Le film est aussi moins innocent qu'il n'y paraît. À bien y regarder, il a même été critiqué pour des connotations lesbiennes à travers le personnage de Miss Holloway, joué par Cornelia Otis Skinner. Dans une lettre écrite en 1944, le chef de la censure d'Hollywood affirmait que de nombreux spectateurs de type douteux assistaient à ce film à des heures inhabituelles, attirés par les certains éléments érotiques et ésotériques du film. La lettre d'ailleurs avertissait qu'il fallait se méfier de tels sujets à l'avenir. Vous m'en direz tant. Alors même si le film oscille entre comédie et frénésie, c'est l'un des tout premiers longs métrages hollywoodiens à présenter une hantise comme un authentique événement surnaturel. Le film est censé se passer en Angleterre, mais il a été tourné bien sûr dans les studios de la Paramount à Hollywood, ainsi que dans divers lieux comme San Francisco ou Phoenix en Arizona en 1943. Certains décors intérieurs de la maison, comme l'escalier principal et le salon, étaient des décors réaménagés du film Ma femme est une sorcière de 1942. Les scènes du village ont été tournées sur le plateau de la MGM. L'actrice Husset avait été sous contrat avec la MGM pendant toute sa carrière, jusqu'au moment où elle a réalisé ce film. Remy Land et Gay Russell tournaient également là-bas, et Husset, qui avait quitté donc la MGM pour rejoindre les studios de la Paramount, devait ressentir de la nostalgie en revenant dans son ancien studio où elle avait été une grande star. Ce film marque les débuts du réalisateur Lewis Allen. Il est né en Angleterre. Il a été un metteur en scène très prolifique dans le West End de Londres, avec plus de 30 productions à son actif. Puis, il s'est rendu à Broadway, où il a eu encore plus de succès. Si on doit mentionner quelques-uns de ses films, on peut parler de La Furie du désert avec Randolph Scott et Burt Lancaster. On peut parler aussi de Je dois tuer, Le témoin à abattre avec Edgar G. Robinson, un film de Cap et d'épée avec Maureen O'Hara, Les fils des mousquetaires, et il retrouvera lui-même Remy Land par 2 fois dans sa carrière. Remy Land, lui, est un acteur anglais né en 1907 avec une filmographie assez impressionnante, et on peut noter qu'il a reçu le prix d'interprétation masculine à Cannes en 1946 pour son rôle de l'écrivain alcoolique dans le film de Le Poison
de Billy Wilder. Éternel second rôle, il n'a pas moins quelques premiers rôles à son actif. Il a joué dans tous les genres, avec de bons nombres de réalisateurs. Le crime était presque parfait de notre ami Hitchcock en est un parfait exemple. Alors, même s'il a continué à tourner très longtemps, les films à partir des années 70 n'ont rien de marquant, faut l'avouer, des petits films d'horreur sans envergure. Donc, une carrière qui a commencé en 1931, qui se terminera en 1984 avec un film avec Peter Cushing, vous savez bien, l'interprète emblématique de Sherlock Holmes. Mais pour en revenir à notre film du jour, je pense qu'il faut être quand même dans les bonnes conditions pour le découvrir. Je l'avais vu il y a quelque temps, comme je vous l'ai dit, et je l'avais complètement oublié. Je sais pas, il m'avait pas marqué. Et là, à la redécouverte, la bonne dose d'acceptation que j'avais besoin pour l'accueillir, eh bien, on fait que j'étais dans les bonnes conditions. Si on s'attend à voir un film oppressant, comme Les Innocents de Jack Clayton ou La Maison du Diable de Robert Wise, deux films qui viendront d'ailleurs près de 20 ans plus tard, hein. Alors, on peut aussi comparer avec Antise de 43 de George Cukor. On peut être déçu si on les compare à ces films. Mais ici, on n'a pas encore la fibre horrifique. On reste dans le concret, le trait glamour. Le fantôme n'est pas présent que pour alimenter l'histoire. Il n'est pas au cœur de l'histoire. Madame Muir de 1946, réalisée par Joseph L. Mankiewicz, en sera le parfait exemple. Mais en ce qui concerne ce film, il faut noter tout de même le ton anodin des personnages, la douce quiétude et presque désinvolte de ces deux londoniens. La musique les accompagne frivoles, légères, joyeuses, le cabotinage, l'humeur légère de Rémi Land et le côté charmeur sont un régal. Il ne faut pas oublier de mentionner cette nature environnante. Tour de force, car il n'y a que très peu de plans de cette terre sauvage. Et enfin, la maison toujours grandiose et cette fois très lumineuse avec un escalier magistral où Milland aimerait glisser comme dans son enfance. Naturellement, la tournure des choses va prendre une autre direction. Toute cette petite maisonnée va subir les affres de ces revenants inquiétants, juste ce qu'il faut. On joue sur les bruits, les ombres, les pleurs, et c'est suffisant pour que cela fonctionne. L'équilibre délicat entre la comédie et le film d'angoisse est relativement bien construit. Naturellement, la confrontation finale est très légère, mais ça passe. Alors, il ne faut pas venir ici pour le côté cartésien de l'histoire. Il y a beaucoup de points qui vont trop vite, comme ce docteur qui sort de nulle part et qui devient presque l'ami intime du couple, frère et sœur, et qui les aidera dans leur quête sans réellement savoir pourquoi. Mais le principal n'est pas là, je vous le dis. Les défauts, il y en a, c'est sûr, mais l'ambiance, la joie communicative de Milland et les petits effets fantomatiques ont vite gagné le spectateur que je suis. C'est une très belle découverte. Maintenant, c'est à vous de juger, hein. Voilà, pour conclure, je dirais que La Falaise Mystérieuse s'inscrit donc à la croisée de plusieurs styles typiques de son époque. Envoûtant, suggestive, comédie, fantastique, film policier gothique. Il peut sembler inégal parfois et souffre peut-être de certaines ruptures de ton. Mais l'ensemble est néanmoins sympathique et constitue un très agréable divertissement fantastique, bénéficiant des qualités que l'on attend d'un film sortant d'un grand studio hollywoodien. Et pour terminer, une musique, la musique que j'ai déjà mentionnée, assez prenante. D'ailleurs, elle me fait penser, moi, au thème de Casablanca. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai appris 2-3 petites choses sur ce film, que je vous ai donné envie de le voir surtout, parce que c'est ça l'idée. Et moi, j'ai pris vraiment du plaisir à revoir ce film, version originale, bien sûr. N'oubliez pas, comme d'habitude, de faire marcher l'algorithme de YouTube, de vous abonner si vous avez aimé le contenu, faire marcher la petite cloche, de me faire vos commentaires de ce que vous avez trouvé sur ce film, qu'est-ce qui vous a plu, moins plu, est-ce que pour vous aussi c'est un film à réévaluer en termes de qualité, tout ça c'est à vous de me le dire, et moi je vous retrouve pour un prochain film très prochainement. Ciao ciao.